Les questions de violence sexistes et sexuelles sont un sujet qu'on traite beaucoup à Mediapart, qu'on traite depuis de longues années. On a commencé au début des années 2010, donc quasiment la fondation, en fait, la création du journal. Et ça n'a fait que prendre de plus en plus de place dans nos colonnes, dans notre investissement professionnel, dans la place aussi dans les articles qu'on publiait depuis 2016, puis depuis 2017. MeToo, ça fait 5 ans, et ça fait 5 ans que le journal n'a cessé de se déployer sur le sujet, à la fois par le nombre de journalistes qui travaillent sur le sujet dans à peu près tous les services du journal, sans oublier, et elles, je veux dire elles, parce que c'est très majoritairement des filles, les pigistes, les journalistes pigistes qui travaillent aussi avec nous sur ce sujet et qui comptent beaucoup dans la couverture que nous faisons. Pour vous dire, l'année dernière, il y avait une 40aine de signatures différentes d'articles tagués violences sexistes ou violences sexuelles dans Mediapart. Donc c'est pour vous dire à quel point ce sujet est largement approprié au sein de la rédaction, et ça c'est un point très important. L'autre point important, c'est que nous avons essayé de diversifier le plus possible les champs d'investigation et d'enquête sur ces questions, évidemment en suivant les mouvements de la société, très importants, depuis 5 ans notamment, que ce soit sur la question évidemment des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, faites aux enfants, le MeToo gay, MeToo inceste, etc., etc. Enfin, je vais pas tous les lister, mais on a vraiment, voilà, essayé de traiter l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces sujets. Aussi d'avoir des types d'enquêtes différentes dans les champs les plus variés possibles, que ce soit dans le cinéma, dans les entreprises, dans les collectifs militants, dans les partis politiques, c'est d'actualité, etc., etc. Et puis aussi des enquêtes qui évoquent à la fois parfois des personnes mises en cause, nominativement mises en cause, mais aussi comment les structures, les institutions ont géré, ou très souvent malheureusement mal géré ces sujets, pas voulu voir, pas voulu entendre, pas voulu prendre en considération, pas voulu sanctionner, etc., etc. Et c'est aussi un point très important, c'est que ce n'est pas uniquement des enquêtes nominatives, mais aussi comment expliquer comment structurellement ce problème persiste et est aussi important. Et puis au fil de ces années où nous nous posons aussi quotidiennement, en réalité, des questions sur comment le faire. C'est pour ça qu'on pourra tout à fait répondre à vos questions, parfois avec nous-mêmes des questions qui restent sans réponse définitive, des questions parfois nouvelles sur des sujets qui émergent différemment selon les contextes, sur le consentement des victimes, à quel moment la presse porte cette responsabilité vis-à-vis des personnes qui s'adressent à elle, souhaitent ou pas la médiatisation. À quel moment on publie, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on puisse publier une enquête sur ces sujets, à quel moment on donne les noms des personnes mises en cause ou pas, comment on respecte l'anonymat, comment on protège nos sources, etc. Ce sont des questions qu'on se pose quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, je ne nous ai même pas présenté, donc, notamment Marine Turki, qu'on ne présente plus, journaliste au service enquête de Mediapart, David Perrotin, qu'on ne présente plus non plus, journaliste au service société de Mediapart, et moi-même, donc Lénaïque Bourdou, je suis responsable aux questions de genre à Mediapart. Et donc, ces questions-là, on se les a encore posées ces derniers jours et cette dernière semaine avec ce qui s'est passé dans plusieurs partis de gauche, notamment la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Mais si vous en êtes d'accord, je propose de m'arrêter là, et peut-être de commencer tout de suite par des questions pour qu'on puisse lancer la discussion plutôt que de se lancer dans des monologues successifs. Bonjour, merci. Je vais commencer presque par la fin, j'ai envie de dire. Je suis journaliste, j'appartiens à un média professionnel qui s'appelle La Lettre du musicien. Nous traitons d'affaires qui concernent en général des professeurs de musique, etc., ou des artistes qui, dans l'exercice de leur travail, sont confrontés à des violences sexistes. Nous avons révélé des affaires récentes qui ont été, au bout de quelques années, classées sans suite. Et là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on traite? Est-ce qu'on se dit on s'est trompé? Est-ce qu'on décrit ce que le procureur, comme les arguments du procureur? Est-ce qu'on essaye d'apporter une distance? C'est une vraie question qui est en plein dedans. Voilà.
En tant que journaliste, nous, on ne fait pas le travail de la justice. On peut suivre des affaires judiciaires qui, par exemple, sont en cours. On peut donner à voir comment la procédure peut avancer. Si on a traité l'affaire, évidemment que s'il y a un classement sans suite, on va faire un article pour l'expliquer. Mais nous, notre travail ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul champ pour nous, le champ judiciaire. À Mediapart, vous le savez peut-être, on a fait beaucoup d'enquêtes d'initiative sur tous les domaines, mais évidemment aussi sur les violences sexistes et sexuelles. L'affaire Denis Baupin, par exemple, révélée par les Naïg et France Inter. Ça, c'est un exemple d'enquête d'initiative qui n'est pas collé au camion judiciaire. Mais c'est tellement différent que, par exemple, quand la prescription va limiter les affaires judiciaires, nous, on n'est pas cantonné on n'est pas soumis à cette règle de la prescription. Donc, je crois qu'on fait un travail différent et qu'il y ait un classement sans suite au niveau judiciaire ne veut pas dire que, par ailleurs, les faits dénoncés ne posent pas des problèmes qui peuvent être d'ailleurs autres que des problèmes judiciaires ou d'ordre pénal. On le dit souvent Mediapart, dans ces affaires, il y a une dimension qui peut être morale, une dimension qui peut être éthique, il y a des problèmes politiques qui se posent, il y a tout un tas de questions. Et ce n'est pas parce qu'un fait n'est pas pénalement répréhensible ou en tout cas sanctionné comme tel qu'il n'y a pas des choses à raconter. Dans toutes ces affaires, ce qui traverse ces affaires aussi, c'est les alertes qui ont été ignorées, les alertes dans les entreprises, les alertes dans les institutions, les alertes dans les familles, c'est la question de l'abus de pouvoir, etc. On a souvent expliqué, par exemple, combien l'affaire Gérald Darmanin, derrière les questions judiciaires et pénales, posait tout un tas d'autres questions où on a un ministre de l'Intérieur qui est accusé d'avoir pu avoir des faveurs sexuelles en promettant un logement, en promettant une intervention possible dans un dossier judiciaire. Donc, vous voyez bien que ça, même s'il y a un classement sans suite sur la question du viol ou pas, à côté, il y a d'autres questions qui se posent en fait, éthique, politique, morale, et je pourrais allonger la liste. Donc nous, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas magistrat, on n'est pas avocat, on n'est pas policière. Nous, on est journaliste, donc on révèle des faits d'intérêt public et on va en parler, j'imagine, pendant cette heure-là. On est en plein dans l'intérêt public sur les violences sexistes et sexuelles. On n'est pas dans des faits de la sphère privée. Ça, il faut continuer de le dire et de le redire. Et chaque année, on le dit. Et dans nos papiers, on le dit. Et si on continue de le dire, c'est qu'il faut continuer de le montrer et de l'expliquer, puisque dans la société, ce n'est pas quelque chose encore d'imprimé totalement. Donc voilà, pour vous répondre, nous, en tout cas, sur les affaires qu'on suit, bien sûr que quand il y a un classement sans suite, dans l'affaire Darmanin, dans l'affaire Besson, etc., bien sûr qu'on va l'expliquer, parce qu'on a suivi l'affaire, il n'y a pas de raison de mettre sous le tapis cette information, mais la justice, c'est une chose, et il y a plein d'autres choses. Et je pense qu'on pourrait parler des partis politiques qui, en ce moment, sont en train, justement, avec des cellules d'enquête aussi, de traiter ces sujets. Donc la justice, c'est un petit côté de la lorgnette, c'est un petit bout de la lorgnette, c'est pas la totalité évidemment de cette grande thématique de questions des violences sexuelles et sexistes. Et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n'est pas que judiciaire. Et donc nous, journalistes, c'est toute cette dimension-là qu'on doit traiter quand on traite les violences sexuelles et sexistes. Peut-être que tu veux faire un complément. J'ajoute un micro complément à ce que vient de dire Marine sur la question de la musique, parce que j'ai suivi certaines enquêtes publiées par la Lettre du musicien et on a participé à Mediapart à une opération qui s'appelait Musique Tout, qui a permis de recueillir des centaines de témoignages sur cette industrie qui, comme les autres malheureusement, est évidemment structurellement touchée par cette question des violences sexistes et sexuelles. Il y a, et effectivement, souvent les personnes mises en cause ont objecté le fait que la justice leur avait donné raison. Alors, en fait, un classement sans suite, il peut y avoir plein de motivations à ce classement sans suite. Ça peut être pour prescription, ça peut être pour fait insuffisamment caractérisé, mais déjà, c'est pas du tout la même chose. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas, et on le répète quand on parle des ministres d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi vrai, par exemple, de professeurs de conservatoire de musique. Il n'y a pas que la justice pénale, il y a aussi les sanctions et les enquêtes internes menées dans les conservatoires et qui ont parfois conduit à des sanctions en dehors de toute condamnation pénale. Et donc ça montre aussi, il n'y a pas que la justice pénale qui est chargée de sanctionner des comportements problématiques. Et heureusement, par ailleurs, les entreprises en ont l'obligation, toutes les structures en ont cette obligation. Et c'est extrêmement important justement de ne pas tout mélanger. J'aurais dû le dire juste avant, mais d'autant plus quand il y a 73% des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite en France. Voilà. Donc, non seulement la dimension judiciaire, c'est pas tout, mais par ailleurs, on le sait que la question de la manière dont la justice traite ces affaires aujourd'hui, elle pose question de la question de la preuve, de la question de comment on arrive à faire émerger des éléments pour entrer en voie de condamnation.
Bonjour. Moi, je sais que dans des fils d'actualité de journal, quand il y a marqué violence sexiste et sexuelle, ça m'intéresse, mais j'ose pas cliquer parce que j'ai été victime de violences sexistes et sexuelles et que juste ça, c'est hyper rémanent comme chose. Et donc, pour vous, ça doit être... je sais pas si vous avez été victime aussi, mais en fait, c'est quelque chose aussi qui fait que ça peut être difficile d'aborder le sujet et aussi de recevoir le sujet et le consentement aussi de la personne qui lit votre article à lire des choses comme ce que vous décrivez, quoi. Ouais, effectivement, et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles ces 2 dernières années, on a mis en place ce qu'on appelle, alors sur les posts de Mediapart sur les réseaux sociaux, ça a été déjà mis avant que dans le journal, mais on a mis ce qu'on appelle un trigger warning, c'est-à-dire un avertissement pour justement que les personnes qui ne souhaitent pas lire sachent que l'article contient des récits qui sont susceptibles, de réactiver quelque chose qu'elle ne souhaite pas réactiver. Et donc, du coup, on met un avertissement. Cet article contient des récits de violences sexistes, de violences sexuelles, en fonction du sujet, pour que les personnes, les lecteurs, les lectrices soient prévenus. Et on le fait depuis déjà maintenant, on le fait aussi dans le journal, au début des articles, et on le faisait déjà depuis plus longtemps sur les posts de Mediapart sur les réseaux sociaux, aussi les avertissements, notamment de l'émission de nos collègues d'Alert Libre, qui a beaucoup traité de ces sujets, avec aussi parfois des témoignages. On l'a encore fait récemment avec la basketteuse Pauline Cambi sur la question de l'inceste, d'avoir un avertissement, mettant en garde, si on peut dire, le fait que ça peut être effectivement traumatisant. Ça va être très technique. Bonjour. Alors, je suis toujours très étonné quand dans des milieux qui sont censés être militants, comme la France Insoumise, en fait, on se retrouve avec des personnes qui se revendiquent féministes et qui pourtant, en fait, commettent des actes qu'ils ne devraient pas commettre. Et je me demande aussi comment est-ce qu'on pourrait faire pour que dans la société, ce genre de choses n'arrive plus avant l'enquête. Non, mais c'est utopiste, mais dans l'idée de comment faire pour vraiment empêcher ces violences, en fait, pour les prévenir de manière active. Ouais, merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est une très bonne question. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien aussi connaître la réponse. Non pas que je souhaite arrêter de travailler sur ces sujets, mais j'aimerais bien que moins de gens en souffrent chaque année. Cela dit, c'est une très bonne question. Ce qu'on voit quand même se répéter, je vais vous dire vraiment des généralités sur le fond, c'est-à-dire que les rapports de domination construisent le terreau qui permettent ces violences, qui les construisent, qui fait que je vous dis vraiment des banalités, mais tant que ces rapports de domination seront perpétués, seront intériorisés par tout le monde, en vérité, il y aura toujours des violences sexistes et sexuelles de manière structurelle. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais après, ça c'est la structure générale. Après, rien n'empêche chaque formation politique. Alors il n'y a pas que les formations politiques qui se disent féministes. Il y a toutes les formations politiques devraient quand même se l'approprier, d'autant plus qu'elles votent toutes des lois contre les violences faites aux femmes, si je peux me permettre. Il n'y a pas que les partis de gauche. Les partis de droite ont aussi fait des lois et ont voté des lois contre les violences sans organiser dans leur propre formation politique les structures pour pouvoir essayer de les combattre. Donc au moins ils n'ont rien fait du tout. Les autres ont essayé de faire quelque chose. On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite. C'est difficile. Il faut bien dire, c'est difficile. C'est difficile à mettre en œuvre, c'est difficile à mettre en place. Mais il y a aussi des résistances très fortes. Et on le voit dans l'actualité de ces derniers jours. Il y a des résistances très fortes sur ce sujet. Il y a je pense, une ignorance parfois sur ces questions, de ce que ça veut dire d'avoir des violences sexistes et sexuelles systémiques, que donc ça peut arriver, pardon d'être un peu catastrophique,
à tout le monde, et que donc du coup de prendre la mesure de ce que ça signifie dans sa propre organisation politique, dans son entreprise, dans son collectif amical, etc., etc. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment cette difficulté-là à partir du moment où c'est pas clair, où c'est pas suffisamment intégré en fait. Eh bien, les structures sont défaillantes. Enfin là, je dis des choses très générales, mais c'est vrai. Et ce hiatus-là entre des déclarations publiques et un comportement personnel, alors franchement, on le voit hyper souvent. Comme le disait Marine, moi j'ai commencé à travailler en couvrant les partis de gauche comme journaliste politique à Mediapart. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les violences sexistes et sexuelles. Donc j'ai exactement commencé dans cette contradiction-là, qui est en fait liée franchement à ne pas prendre la mesure de ce que sont les violences sexistes et sexuelles, de ce que sont les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Je prends les hommes et les femmes de manière générique, hein. C'est évidemment pas les seuls rapports de domination et c'est pas les seules violences sexuelles qui existent, évidemment, mais que ces rapports de pouvoir-là, à partir du moment où on les réfléchit pas, où on se pense pas comme faisant partie de ce système, et ben voilà, on contribue en fait à le poursuivre. David. Peut-être juste pour une petite version un peu optimiste, c'est-à-dire que ce qui se passe, enfin quand on regarde, on se dit voilà, que ce soit des mouvements de gauche, que ce soit des formations politiques de gauche, quand c'est révélé, quand on documente ces rapports de domination, ces violences sexistes et sexuelles, ça visibilise aussi les positionnements de chacun, la défense absurde d'un tel ou d'un tel, et ça situe les choses. C'est-à-dire que moi, ce que je vois d'optimiste, c'est par exemple, on est en train de parler d'un clivage générationnel, de certains militants qui n'acceptent pas les déclarations et les prises de position d'autres militants ou d'autres cadres de formation politique. Et il y a aussi des choses qui se structurent quand on a révélé les violences sexistes dans le comité Adama. Vous avez des résistances en interne, vous avez des militants qui disent ok, vous voulez pas nous écouter, vous voulez pas nous entendre, on va créer des choses et on va se substituer. Et du coup, la version optimiste, moi je le vois un peu comme ça dans ce qui se passe. Oui, ça choque, oui, il y a des contradictions puissantes en se disant voilà, vous êtes un mouvement féministe et vous faites ça ou vous acceptez ça. Et en même temps, ça permet aussi de se poser des questions, de visibiliser certaines prises de position qui sont aujourd'hui plus acceptées et que certains ou certaines se structurent hors de cadre, par exemple, politique ou hors de structures établies. Non, je voulais juste ajouter que, évidemment, si on va encore en amont, c'est une question de prévention et d'éducation. Je me souviens de policières spécialisées dans la lutte contre la pédocriminalité qui m'expliquaient qu'en Scandinavie, dans certains pays de Scandinavie, il y a des sensibilisations sur les questions justement des violences sexuelles ou même du rapport au corps très très jeunes, dès la primaire, et sensibilisation aussi, formation auprès des familles, et que ça avait permis de baisser considérablement le nombre d'agressions sur les enfants, en fait. Donc vous ne pouvez pas en fait arriver à lutter contre les violences sexuelles si le phénomène n'est pas identifié, nommé, identifié comme problématique et ensuite pouvoir le dénoncer. Et pour revenir sur les partis politiques, il y a beaucoup d'affaires qui émergent à gauche depuis des années. C'est pas parce qu'il n'y a pas de violence sexuelle à droite ou dans les partis extrême droite, mais c'est simplement que, encore une fois, les gens ne peuvent pas dénoncer ce qu'ils n'estiment pas problématique. Ils ne peuvent pas, voilà, les choses ne sont pas assez nommées, elles ne sont pas assez dénoncées. Donc il y a des résistances évidemment dans les partis de gauche, mais nous on a aussi enquêté beaucoup dans des partis de droite et d'extrême droite où la parole est extrêmement, extrêmement difficile soit à émerger, soit à être entendu. Donc on est toujours sur le sujet de l'éducation et du problème de nommer les choses. Pour beaucoup de gens, des gestes qui vont être qualifiés d'agression sexuelle, pour eux, ne vont pas être vus comme une agression sexuelle ou problématique, ce qui fait que quand vous avez une même scène décrite par des personnes différentes, à l'éducation différente, à la sensibilité différente, vous n'avez pas du tout le même récit. Ah ben non, j'ai rien vu de spécial, alors que l'autre personne va nous dire si j'ai vu une agression sexuelle ou j'ai vu tel geste, etc. Donc on le voit très bien dans nos enquêtes. Donc le problème, c'est l'éducation et c'est la prévention. Et ça demande des moyens. C'est parce que c'est plus facile. Alors, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Il est très important, je pense, pour tout le monde. Toutes les structures associatives, politiques, etc., en fait, en bénéficient, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, ma question, c'est je suis sûre que vous le rencontrez très souvent. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas parler? C'est-à-dire qu'elle sait quelque chose, elle vous le dit, mais elle ne veut ni que son récit soit publié, ni que son témoignage soit publié, ni son nom, ni quoi que ce soit. Parce que j'imagine qu'il y a des gradations. Peut-être que le témoignage peut être publié, mais pas son nom, ni sa position dans la structure ou autre.
Donc du coup, ma question est un peu con, mais qu'est-ce que vous faites ? Évidemment qu'on est confronté à ce type de situation. Ce qu'on se dit, nous, c'est qu'on ne publie pas à l'insu des personnes victimes. Ce serait une seconde violence et ce serait éthiquement problématique. Par contre, il y a des tas de discussions qui vont s'enchaîner en fait. C'est-à-dire que ça dépend aussi du démarrage de l'enquête. Est-ce qu'on a été alerté par un témoin? Est-ce qu'on a été alerté par une piste qui nous est arrivée? Est-ce que c'est elle-même qui nous contacte sans être sûre? Donc c'est toutes ces questions-là. Ce qu'on fait nous à chaque fois, je crois pouvoir dire, c'est d'avoir un long échange, d'écouter en disant... Voilà, on vous écoute, on ne sait pas si on va écrire, on ne sait pas si on va être en mesure de pouvoir mener et d'aboutir cette enquête, mais il y a le temps de l'écoute. Et puis nous aussi, de notre côté, la responsabilité du journaliste, c'est quand même d'expliquer, si on arrive au bout de cette enquête, ce qui va se passer. C'est-à-dire les conséquences qui peuvent être celles de cette enquête. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais il y a les conséquences personnelles, professionnelles, y compris même pour les témoins. On a déjà eu des témoins qui, après avoir pris la parole dans des enquêtes dénonçant des violences sexuelles et sexistes, se sont fâchés avec une partie de la famille, des amis ou des choses comme ça, et d'autant plus quand on est sur des structures par exemple partisanes ou associatives où là voilà il y a parfois l'idée qu'il y a la trahison, de choses comme ça, donc voilà. Donc toutes ces discussions on les mène assez longuement. C'est aussi pour ça que ces enquêtes, on dit souvent aux gens va falloir être patient, ça va durer des mois, parfois des années, parfois il va y avoir des coups d'arrêt, on va y revenir, donc voilà. Mais notre responsabilité, c'est pas de les forcer à tout prix évidemment à témoigner, parce qu'on les connaît nous les conséquences. Quand vous prenez la parole, que vous soyez connu ou pas connu, il y a des conséquences à chaque fois. Elles peuvent être personnelles, professionnelles, elles peuvent être pas tout de suite et plus tard, elles peuvent être... Bon, voilà. Et donc, notre responsabilité, c'est d'expliquer ça. Notre responsabilité, c'est aussi d'expliquer pourquoi il y aurait un intérêt aussi de parler et pourquoi on ne va pas non plus nous les envoyer toutes seules au front et qu'on va essayer d'avoir une multiplicité de témoignages qui peuvent être des témoignages d'autres personnes victimes, qui peuvent être des témoignages de témoins, qui peuvent être des documents, qui peuvent être tout ça. Donc on les envoie déjà jamais toutes seules au front. Je crois que le seul exemple peut-être d'un truc où il n'y aurait qu'une personne qui témoigne, c'est Adèle Haenel, mais autour il y avait 36 témoins. Mais globalement dans nos papiers, on essaie d'avoir justement d'autres personnes victimes du même agresseur, voilà, qui peuvent conforter et se compléter. C'est pour nous une forme de preuve, mais c'est aussi, ou en tout cas d'éléments qui confortent, mais c'est aussi pour ne pas les envoyer toutes seules au front. C'est extrêmement dur d'affronter en fait la médiatisation, les conséquences possibles de la part de l'agresseur ou de l'entourage de l'agresseur. Toute seule. Donc voilà, il nous arrive quand la victime ne veut pas de ne pas publier. Et puis parfois elle peut changer d'avis plus tard, cette personne, elle peut revenir vers nous, ça c'est notre quotidien, je crois pouvoir dire. Tous les journalistes n'ont pas cette règle-là, hein, on l'a vu, il y a des affaires qui sortent à l'insu des personnes elles-mêmes. C'est pas la manière dont on travaille, et en fait il faut qu'on l'explique aux gens ça aussi, parce que dès qu'elles savent qu'on a leur récit en main, il y a des personnes qui paniquent en se disant mais mince, vous allez sortir ça tout de suite, etc. Il y a aussi des garanties qui peuvent être données. Alors on peut leur dire, on peut comprendre que dans votre situation vous avez besoin de l'anonymat. Mais nous, on va l'expliquer dans l'article, pourquoi vous êtes anonyme, et puis on va vous faire relire vos citations, vous demander peut-être une attestation écrite en contrepartie, pour pouvoir nous aussi pas être sans rien non plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des longues discussions, et que la question de l'anonymat ou pas, la question de la présence dans le papier, comment, pourquoi, c'est une question qui vient dans un second temps. D'abord, il y a celui de l'écoute et des échanges. Donc toute cette prise un peu de contact et de confiance, ça met du temps. C'est aussi pour ça que ces enquêtes sont extrêmement longues et difficiles et incertaines. Oui, merci de me donner le micro. Je suis chercheuse, je m'appelle Geneviève Fraisse et j'ai publié un livre sur le consentement qui vient de ressortir en poche. Et pourquoi je ne vous en parle pas pour la pub? Parce que j'ai fait un avant-propos que j'ai intitulé « Et la libération de l'écoute ». Donc je rebondis sur la remarque et question de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire la libération de l'écoute? C'est ironique de ma part. C'est-à-dire qu'on nous a forcé à entendre depuis 5 ans, et j'aimerais que ça cesse, que la parole des femmes s'est libérée. Mais par qui? Mais par qui? Par personne. Les femmes ont pris la parole. Donc cette expression libération de la parole, si on peut arriver à la supprimer complètement, on gagnerait quelque chose vraiment. Elles ont pris la parole. Résultat, de façon ironique, je me suis dit, et vous entendant dire l'analyse des rapports de domination, ou bien l'éducation, etc., pour moi, comme c'est une affaire politique, ça ne suffit pas. Quelle est la libération de l'écoute? Alors, c'est ironique de ma part, puisque je conteste la libération de la parole. Mais la libération de l'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont commencé d'abord par porter plainte pour diffamation. Il me semble que c'est Mediapart qui a fait remarquer que Nicolas Hulot avait enlevé sa plainte la veille de Noël, histoire que ça ne se voit pas trop. Mais sinon, ils ont cru
qu'ils allaient pouvoir porter plainte pour diffamation. Mais là, ça pourrait se retourner quand on voit que PPDA, s'ils portent plainte pour diffamation, celles qui sont dont c'est périmé, vont pouvoir prendre la parole. Donc là, il y a quelques erreurs de stratégie assez rigolotes. Mais c'est pas tellement ça que j'ai envie de voir, c'est quelle serait la libération de l'écoute. D'abord parce que l'écoute, c'est pas seulement l'analyse politique, c'est pas seulement l'éducation. L'écoute, c'est une affaire politique. Et pour reprendre l'opposition entre droite-gauche, moi, ce que j'ai entendu cette semaine, c'est que le Front National a dit on fait rien, parce que c'est uniquement une affaire judiciaire. Et nous pensons, je pense ici beaucoup, que c'est une affaire politique, que MeToo est une rupture politique, historique, etc., etc. Donc si le Front National dit c'est judiciaire, donc comme ça il peut s'en laver les mains, et pourquoi ça serait judiciaire? Puisqu'on sait bien, ça vient d'être rappelé, que ça marche tellement mal dans les institutions judiciaires et que le viol était encore un délit il y a 40 ans, 80. Donc voilà, c'est tout, c'est une proposition que je fais à ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que serait l'idée, baroque et évidemment ironique, de la libération de l'écoute? Quel serait le travail politique, et pas seulement éducatif, politiste, etc., etc., mais politiquement, comment se libère l'écoute? C'est pour ça que je prenais l'exemple de la diffamation, parce que la diffamation, on voit qu'ils ont essayé, Denis Baupin s'est ramassé une... je ne trouve pas le mot, parce qu'il a fait de la diffamation alors que vraiment il n'avait pas compris ce qui était en train de se passer. Ben voilà, ils sont en train de progresser. Mais moi, ça ne me suffit pas qu'ils commencent à comprendre. Si on les aidait à libérer leur écoute, comment on ferait? Donc voilà, c'est juste, bon, c'est ironique, hein, mais voilà, moi, ça m'est venu. Alors moi, je peux juste vous inviter à lire les livres de Geneviève Fraisse, parce que ça contribuerait à cette réflexion politique. Et alors, je vous rassure sur un point, on ne parle jamais à Mediapart de libération de la parole. Je le dis juste pour les personnes qui sont ici, que précisément, on n'utilise pas parce qu'on partage tout à fait à quel point c'est un contresens dans le quotidien, en réalité, des personnes. Exactement, parce que c'est tout à fait pas du tout le sujet, ça parle. Et petite ajout, si je peux me permettre, il n'y a pas que le Front National qui considère que seule la justice doit régler les affaires. Il y a aussi, mais je veux dire quand même, les Républicains et Renaissance, c'est-à-dire la majorité présidentielle, considèrent que le seul endroit où doit se rendre le débat, où le débat est clos sur les VSS, est la justice pénale. Et que la justice pénale, même pas la justice prud'homale. Donc ça montre à quel point on est encore aujourd'hui dans une incompréhension et une résistance en fait très forte à ce mouvement politique. Bonjour, question bien plus humble. Comment est-ce que vous sélectionnez les cas à suivre et comment est-ce que vous dites celui-là va être, je sais pas, va apporter plus ou va être mené plus loin ou, quels sont vos un peu entre guillemets critères de sélection d'un cas à suivre? Un cas, une enquête, par exemple? Oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui est... Non, c'est... Je continue. Excusez-moi. Attends. Bon, a priori, ça va. Donc, je reprends. Non, comment sélectionner les cas? Alors, j'aurais tendance à dire, mais je laisserai peut-être Marine et d'en répondre, que c'est un peu la même chose que pour les autres enquêtes, dans le sens où en fait Mediapart, en fait, on va regarder on va, je pense, écouter le récit et regarder si on a des éléments pour documenter ce récit. On va faire un travail journalistique comme le reste, c'est-à-dire que on va jamais se contenter d'un seul témoignage. On va jamais, il y aura, comme toutes les autres affaires, un travail d'enquête à mener pour documenter et in fine publier. Et puis aussi, il y a, je pense, dans quelle manière, parce que des histoires, en fait, il y en a des milliers, il y en a des centaines, c'est parfois des choix très difficiles à faire, en fait. Pourquoi traiter l'une et pas l'autre, alors que toutes les histoires individuellement se valent, je sais pas comment dire, ça c'est parfois très difficile quand on parle d'enquête, encore une fois, où il y a des histoires précises et pas les papiers où on documente quelque chose de plus général.
il y a parfois comment du coup ça fait écho à ce qu'on disait sur justement les questions politiques que ça peut susciter, ce que ça dit des défaillances ou des dysfonctionnements de la justice pénale, ce que ça dit de la mauvaise volonté de certaines formations politiques à le prendre en charge, ce que ça dit des difficultés, des tiraillements dans des collectifs militants entre vouloir ne pas nuire à sa cause et en même temps être comme femme victime d'agissements sexistes, ou ce que ça dit dans un syndicat, bref, vous voyez ce que je veux dire, ce que ça documente dans ce qu'on sait être, pour le coup, archi-documenté dans les travaux de recherche. Nous, il faut voir quand même ce qu'on essaye, on essaye aussi dans notre travail de se nourrir et de s'inspirer de ce que la documentation statistique, les travaux de recherche produisent comme connaissances sur les violences sexistes et sexuelles, et que par nos enquêtes, on essaye parfois de mettre en lumière, d'illustrer ce qu'on sait être plus large qu'une histoire individuelle. En fait, toutes les histoires individuelles sont plus larges puisqu'elles s'inscrivent dans un contexte et dans un système. Mais parfois, tel ou tel permettent d'illustrer un point particulier, quelque chose qui nous semble important dans ce moment-là. Je ne vous cache pas vraiment que c'est des choix parfois très difficiles à faire. Parfois, on n'arrive pas à mener tout. Je suis la première à être beaucoup trop lente pour certaines personnes qui s'adressent à nous. Parce que il faut. On est certes nombreux, mais on n'est pas très très nombreux non plus, et on a évidemment énormément de dossiers en cours, et on essaye de faire comme ça, à la fois en termes de ce qu'on peut vérifier, puis aussi dans les thématiques, à quel moment ça vient éclairer un point dont on sait qu'il est important dans la mécanique des violences. On reçoit beaucoup de mails tout court concernant toutes les affaires. Moi, je suis au service enquête, on a un mail enquête. Tous les jours, c'est un flot de mails. Mais c'est vrai que concernant les violences sexuelles et sexistes, depuis quelques années, notamment depuis l'enquête de l'ENA sur Denis Baupin, on en reçoit particulièrement. Notamment parce que pendant des années, en fait, il n'y a pas eu d'enquête réelle sur ces sujets, qui n'ont pas été investigués, mais surtout qui étaient, on le dit souvent, mais relégués à la rubrique faits divers. Il n'y avait pas un vrai traitement de ces questions, et pas seulement en termes d'enquête ou de scoop ou de révélation, mais aussi juste de traitement pédagogique de ces questions. Donc du coup, il y a un effet aussi rattrapage qui explique le nombre de dossiers qu'on reçoit, et qui est franchement énorme. Moi, je m'étais un petit peu amusée à calculer l'année dernière, mais en moins de 2 ans, on avait 1000 dossiers. Aujourd'hui, c'est encore plus important, je pense. On a une adresse mail dédiée. On reçoit nous-mêmes individuellement tous des dossiers. Donc, c'est hyper frustrant. En plus de devoir justifier comment on fait les choix, etc., c'est compliqué. Mais parfois, il y a des choses qu'on va avoir reçues qui ne vont pas nous servir dans l'immédiat. Et puis un jour, je dis n'importe quoi, l'un ou l'une d'entre nous va faire un truc sur les violences sexuelles dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple. Et on sait qu'on a reçu des témoignages en ce sens, qui du coup vont venir alimenter cette enquête. On va recontacter les gens, etc. Ça nous est déjà arrivé sur des enquêtes plus transversales ou thématiques, etc., d'aller rechercher un petit peu tout ça. L'autre truc, c'est que, et c'est la différence peut-être avec les autres mails qu'on reçoit sur des affaires de corruption ou autres, c'est que faut quand même se dire que c'est les personnes qui nous écrivent, parfois elles ont mis des semaines, des mois, des années avant de se dire aujourd'hui j'écris à Mediapart ou à un autre journal. Mais d'ailleurs on reçoit beaucoup de mails autour de la période de Noël, ce qui n'est pas anodin. Il y a un truc de fin d'année où les gens se disent là c'est maintenant que j'écris, et qui ont réfléchi et qui sont dans un moment particulier. Donc en recevant ça, il faut aussi qu'on ait ça en tête. On n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais on a essayé surtout avec le service abonné qui absorbe aussi beaucoup de dossiers reçus par la boîte mail contact, essayer de répondre avec le plus de tact possible, en considérant que c'est pas quelqu'un qui envoie un dossier de corruption, c'est quelqu'un qui envoie un dossier qui le touche ou la touche particulièrement et intimement et directement souvent. Donc c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'en fait nous avec l'ENA on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, et c'est dur d'expliquer aux gens pourquoi on va se faire tel dossier et pas le leur. Parce que même nous, il y a des choses qu'on a du mal à justifier, parce qu'on a tellement des choix énormes à faire que c'est difficile des fois de faire ces choix-là. Merci. Bonjour, je suis un peu caché. Moi j'avais une question. Votre quotidien, c'est justement de traiter violences sexistes et sexuelles, entendre la parole des victimes, entendre des témoignages, et en parallèle de ça, être témoin de l'efficacité de la police, de la justice sur ces questions. Et également, donc, vous rajoutiez la frustration de ne pas pouvoir écouter tout le monde. Comment
en tant que journaliste, on gère au quotidien potentiellement cette anxiété? Et est-ce qu'il y a des stratégies ou des choses mises en place pour gérer ça? Alors, je peux répondre sur ce qu'on a mis en place au journal. On a mis en place au journal ce qu'on appelle une supervision par une psychologue spécialisée qui peut, pour les journalistes ou même les salariés, enfin tous les salariés du journal, parce que comme le rappelait Marine, il n'y a pas du tout que les journalistes qui traitent de ces sujets qui sont en prise directe. Effectivement, en hommage appuyé au service abonné du journal qui fait un énorme travail sur les questions, mais aussi sur les réseaux sociaux, etc., etc. Enfin, franchement, c'est un travail très collectif, très partagé, et donc cette supervision s'applique à l'ensemble des services du journal, mais qui fait qu'on peut, si on en ressent le besoin, ou si si on en ressent le besoin, pouvoir mettre en place cette supervision. Ensuite, il y a quand même un point important à Mediapart, c'est quand même on travaille collectivement, c'est-à-dire on est rarement tout seul, et même quand on est seul à signer son enquête, à la mener, etc., c'est énormément de discussions partagées. Enfin, je pense qu'on vous dira tous les trois la même chose, c'est-à-dire c'est des choses dont on discute énormément. Ça aide beaucoup parce que c'est très difficile, parfois même d'y voir clair. Hein. C'est pas juste l'anxiété que ça peut générer, mais de savoir ce qui est juste, là où il faut aller, jusqu'où il faut aller. Enfin voilà, il y a plein de questionnements au fil de l'enquête en réalité. Et que effectivement, c'est des choses dont il faut absolument discuter, partager et pas être seul. C'est vrai aussi pour les journalistes pigistes qui travaillent avec nous sur ces questions. Voilà, on essaye d'y veiller justement parce que c'est encore moins évident, évidemment. Après, voilà, on a chacun des petites techniques pour pouvoir tenir sur la longue durée. Et je pense que je vais faire optimiste au service, mais je m'éloigne un petit peu, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui nous anime et qui est une part importante du travail, c'est que quand vous révélez une situation de violence sexiste ou sexuelle, il y a certaines victimes qui voient une forme de réparation, qui n'ont pas été écoutées ou entendues pendant des années. Et du coup, il y a quelque chose de vertueux dans cette publication, dans ces révélations. Quand je pense à un exemple, quand on avait fait un sujet sur des violences sexistes et sexuelles du patron d'Appen, une application de rencontre. Il y avait des centaines de salariés qui étaient en souffrance depuis des années. Il y avait quelqu'un d'intouchable à la tête de cette entreprise qui répétait les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, quand vous avez l'article qui sort, personne n'y croit. Tout le monde dit, de toute façon, il lâchera pas, c'est le fondateur, l'actionnaire, etc. Et en fait, progressivement, vous avez encore plus de témoignages, vous avez des gens qui se sentent beaucoup moins seuls, qui prennent attache avec des collègues, etc. Et puis vous avez, in fine, le patron qui est démis de ses fonctions. Et du coup, tout ça, c'est vrai que c'est aussi le quotidien d'une rédaction, c'est aussi les conséquences des articles, des enquêtes qui, quand même, nous renforcent ou en tout cas nous aident à affronter tout ça, je pense. Bonjour, c'est moi. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est un peu connexe à cette question. Les témoignages qui vous sont faits, ils sont vraiment forts, intimes. Comment est-ce que vous êtes peut-être préparé ou formé à recueillir la parole des victimes et aussi, comme vous êtes quand même journaliste et pas psy, vous êtes, j'imagine, amené à un peu parfois questionner ce que la personne peut vous dire ou alors la pousser à amener des preuves. Enfin voilà, et on sait que c'est compliqué le témoignage pour une victime, mais vous, comment est-ce que vous les accompagnez et la distance que vous devez ou pouvez garder pour être sûr de ce qu'on vous confie? Ouais, alors c'est une bonne question. On n'a pas de formation spécifique. On se forme en fait les uns et les unes avec les autres, et voilà, encore une fois, ça fait partie des discussions, comment on aborde le sujet, comment on fait. Enfin, c'est des choses qui se sont construites. Je pense maintenant, on peut dire qu'on a une sorte de culture commune à Mediapart de comment on mène ces enquêtes et comment on parle aux gens. Il y a avec les victimes, il y a aussi dans la partie dite du contradictoire. Donc quand on interroge les personnes ou les institutions, les structures mises en cause. En fait, je pense, et enfin voilà, je vais dire mais je pense que c'est tout à fait partagé. Nous, la seule utilité et le seul intérêt de notre travail, c'est de ne pas confondre avec les autres, ni avec celui de la justice, ni avec celui de la police, ni avec celui des psychologues ou des psychiatres, ou des travailleurs, des travailleuses sociales, ou des avocates. Nous sommes journalistes. Le seul intérêt de notre travail vis-à-vis des gens qui s'adressent à nous, qui nous parlent, qui acceptent de nous raconter leur histoire, parfois très violente, parfois très intime, parfois très difficile, c'est de tenir ce rôle.
parce que c'est la seule chose qu'on sache faire et la seule chose sur laquelle on va pouvoir les aider éventuellement, en tout cas être utile, comme disait David à l'instant. Et donc, ce qu'on fait c'est d'expliquer tout le temps ce que va être notre travail, pourquoi on travaille comme ça, pourquoi c'est important. Par exemple, très souvent, donc effectivement, on a besoin de recouper. C'est pas une question de dire qu'on ne croit pas les gens. En fait, ce n'est pas notre registre. Nous, en fait, on n'est pas dans ce registre-là. Il n'y a pas de raison de ne pas croire les gens, mais on va pas qu'on croit ou qu'on ne croit pas. En fait, c'est pas le problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir recouper, comment on va pouvoir faire notre enquête pour être suffisamment solide pour se dire alors là, on est suffisamment solide, il y a suffisamment d'éléments pour qu'on puisse publier l'enquête. C'est ça la démarche qui est la nôtre. Et donc ça, on l'explique de manière systématique, comment ça va se passer. Comme disait Marine, on explique comment ça va être très long, mais aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, il faut essayer de retrouver des témoins, même des témoins indirects, à qui telle ou telle personne a pu se confier, même à une époque parfois très lointaine. Ça nous est arrivé avec David, par exemple, d'enquêter sur le cas de l'ancien ministre Jean-Michel Baillet sur des faits qui remontaient aux années 80. On a travaillé, pour vous dire, ça paraît très difficile, on a essayé de retrouver des témoins, on a eu accès à des documents photographiques, d'interroger des proches auprès de qui la personne, la plaignante, s'était confiée au fil des années. Et ça, c'est les éléments qui permettent, au fur et à mesure, de reconstituer un puzzle qui va nous permettre ensuite de publier. Et à chaque fois, par exemple, continuons avec cet exemple, la plaignante, on lui a expliqué pourquoi on avait besoin de ça, pourquoi il allait falloir faire ça, pourquoi aussi il va falloir interroger la personne mise en cause, parce que, par exemple, souvent, cette phase du contradictoire n'est pas toujours anticipée par les personnes qui s'adressent à nous. Et donc, c'est comme ça que cette distance, en fait, elle se fait par le travail journalistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation de confiance, que c'est une relation de source, en fait, donc une relation de confiance, mais qui se fait dans cette distance professionnelle qui est, en fait, indispensable pour tout le monde. Bonjour, oui. J'avais une question à vous poser par rapport à l'affaire Quatennens. C'est-à-dire que, vous le savez, donc, Canard enchaîné a eu, on ne sait par qui, d'une source, le fameux procès, la fameuse truc de Madame Quatennens. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu cette source? Parce que franchement, j'étais pas d'accord a priori, moi personnellement, je suis journaliste, je suis militante féministe, pour sortir cette affaire. Mais quand on voit l'intérêt public, est-ce que ça révèle? Je pense que j'avais tort. Je pense qu'il fallait sortir cette affaire. Quitte à foutre la France insoumise dans l'état où elle est actuellement. Ça, c'est un autre débat. Mais franchement, c'était un élément d'intérêt public pour moi. Et je pense que, peu importe ce qu'est le Canard enchaîné, bon bref, mais je pense qu'il fallait sortir cette affaire-là. Deuxième question, par rapport à votre papier sur l'affaire Adama. Enfin, c'est pas l'affaire Adama en l'occurrence, c'est l'affaire... D'abord, ça n'a pas... Je suis militante antiraciste, je connais particulièrement bien le comité Adama. D'abord, la violence n'a pas eu lieu au sein du comité Adama. C'était bien avant. L'affaire était connue de tout le milieu antiraciste, c'était bien avant. Par contre, le comité Adama n'a pas, il l'a exclu pendant un temps, effectivement, parce que c'était énorme. Et après, le type est revenu. Est-ce que c'est en soi si problématique? Ce type ne devait pas être exclu à vie. Il était toxico, il le dit. Il s'est excusé, il le dit. Est-ce qu'il fallait, à ce point dans le papier, qu'il y ait deux angles? L'angle de relater les faits et donc l'énormité de la violence exercée sur ces femmes, et en même temps, le fonctionnement interne. Je trouve qu'il y avait deux angles. Ce papier n'était pas clair pour moi. Merci. Tu veux commencer? Alors, je vais d'abord répondre sur Adrien Quatennens, histoire que tu te prépares. Moi, j'ai aucun problème avec le Canard enchaîné, donc je suis assez à l'aise pour répondre à la question, et la réponse serait la même avec n'importe quel titre qu'il aurait sorti, et je suis d'autant plus à l'aise que je l'ai écrit dans Mediapart. Effectivement, comme l'a dit Marine, on a pour politique au journal de sortir quand ce sont nos propres informations, de traiter de ces sujets quand on a le consentement des personnes directement visées, qui se présentent, qui sont plaignantes ou qui sont présentées comme victimes. C'est un point qui nous semble important.
et qui n'est pas, s'applique pas à tout de manière éternelle, etc., et qui suscite des interrogations comme vous dites, voilà, j'ai changé d'avis, etc. Moi, mon sujet n'aurait pas été que ça allait mettre la France insoumise dans un état, voilà, parce que ça, c'est la gestion de cette affaire, c'est la réaction à cette affaire qui les met dans la difficulté en réalité. C'est pas qu'un tel ou tel, voilà. Enfin, pour moi, je pense que c'est pas la médiatisation en soi qui les met en difficulté. C'est la difficulté d'appréhender politiquement ce sujet. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est pas ça qui m'a hésité, mais le problème, et comme Marine dit, il y a des affaires qui sont dans les tiroirs de notre bureau, c'est tout à fait exact. Moi, je peux témoigner, j'ai été parfois informée avec des procès-verbaux, avec des dossiers judiciaires que je n'ai pas traités parce que quand j'ai appelé la plaignante m'a dit qu'elle ne souhaitait pas la médiatisation de son dossier pour des milliards de raisons, parce que malgré tout, la responsabilité du journaliste qui publie l'information est de faire porter sur quelqu'un d'autre le poids de cette médiatisation. Et vous ne savez pas quelle est l'histoire personnelle de cette personne. Vous ne savez pas dans quel entremêlement sont passés. Voilà, qu'est-ce que ça va pouvoir susciter? Et vous n'allez pas être là tous les jours pour la tenir par la main et pour lui dire que ça va bien se passer. Parce que vous ne savez même pas d'ailleurs si ça va bien se passer. Vous ne savez pas. Là, en l'occurrence, il y a une judiciarisation, il y a un accompagnement, etc. Mais on ne sait pas dans quel univers sont les gens, dans quel état psychique ils sont. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment des questions très difficiles. Après, il n'y a pas de règles gravées dans le marbre. Peut-être que des questions pourraient se poser différemment à d'autres moments, mais en tout cas, jusque-là, c'est la politique que nous avons tenue. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où Adrien Quatennens a lui-même reconnu des faits, nous n'avons pas abondamment traité le sujet dans le journal, parce qu'à partir de ce moment-là, les faits sont de toute façon publics. Un sujet d'une politique, il s'est retiré de ses fonctions pour une durée indéterminée. Et il y a suffisamment d'éléments sur la place publique qui nous permettent aussi de savoir de quoi on parle. Parce que au début, une main courante, on n'a pas journalistiquement suffisamment d'éléments pour pouvoir se positionner. Et je pense que j'ai parlé suffisamment longtemps pour que David se soit préparé. Si j'ai bien compris, alors il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord d'emblée, c'est-à-dire l'idée de dire que c'est des violences qui ne concernaient pas le comité Adama. La réalité, c'est que c'est des violences. Dans le papier, on rapporte plusieurs faits de violence sur plusieurs années différentes à des moments différents. En revanche, ça se passe. Je prends deux exemples. Quand c'est en marge du comité, c'est-à-dire vous avez un militant cadre du comité Adama qui est accusé d'avoir frappé une autre cadre du comité Adama, c'est en marge, c'est pas dans une réunion du comité, mais c'est sur une conférence de violence policière, c'est deux personnes du comité. En tout cas, les militantes et les militantes qu'on l'interroge estiment qu'on ne doit pas l'occulter. C'est de la même manière qu'on ne va pas considérer que la violence conjugale privée d'un homme politique n'est pas une affaire publique. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas. Vous avez une parole militante qui dénonce des violences et qui alerte le comité et qui alerte les comités pour dire voilà, j'ai été frappé, je n'accepte pas de travailler avec cette personne qui m'a frappé. Qu'est-ce qu'on fait? Au début, on dit voilà, on l'exclut un temps. Il est exclu un mois. Il revient, mais il ne revient pas seulement par la petite porte. Il est rappelé pour animer une journée, et après il est de tous les événements du comité Adama, sur toutes les photos, en première place, à côté d'Assa Traoré. Donc il y a une deuxième chose, c'est-à-dire que vous parlez de la gestion militante et du fait qu'il y ait deux angles dans le papier. La réalité de ce papier, c'est que vous avez, comme vous l'avez très bien dit, vous avez dit tout le monde savait. Oui, la réalité de ce papier, c'est que tout le monde savait dans le milieu militant la violence d'un militant historique, protégé, couvert par le comité Adama. Qu'est-ce qu'on fait quand vous avez des militants, des militantes au fur et à mesure des années qui alertent, qui dénoncent et qui, in fine, font quoi? N'ont pas d'autre choix que de changer leur vie, de changer la vie militante, de changer de métier, de renoncer à leur propre combat et à leurs idéaux, parce que l'une a expliqué qu'elle avait peur d'aller en manif parce qu'il y avait, dit-elle, son agresseur. Une autre a dit, bah moi, j'ai changé de vie. Et ça, c'est parce qu'évidemment, il y a le témoignage, etc. Il est déjà long, le papier. Mais vous avez des témoignages. Je vous invite à lire les articles qui ont paru après, qui racontent, qui documentent encore plus ces non-dits, cette omerta, etc. Donc, voilà, je défends mon papier, et voilà, je l'assume, mais voilà, et je pense qu'il a
comme disait Léna, c'est très collectif à Mediapart, on en a tous parlé, il a été relu avant, etc. Mais voilà, c'est pas juste une affaire d'un militant qui a été coupable de violence à un temps donné en dehors du milieu militant. Est-ce que ça pose la réalité des questions du papier? C'est peut-être pour ça que vous y voyez deux angles. C'est comment on gère ces violences-là, qu'on pense être du domaine de l'intime, qu'on pense être du domaine du privé, quand elles surgissent comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la question qui a été posée à plusieurs reprises à Assa Traoré. Qu'est-ce que vous faites? Et là, à laquelle elle a répondu en décidant, et c'est ses propres mots, qu'il faut être vaillant, qu'il faut avoir les épaules, mais qu'il ne faut pas l'embêter sur ces questions-là. Et donc c'est ce qu'on raconte dans le papier. On va prendre encore une ou deux questions avant de laisser la place à nos camarades. Je suis désolé, je ne peux pas prendre tout le monde. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre travail. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous recevez des pressions quand vous faites ce genre d'enquête. Quel type et comment vous gérez ça? Oui, bonjour. Et Mediapart, est-ce que vous êtes un havre de paix où il n'y a aucune violence sexiste et sexuelle? Voilà. Et si oui, comment vous faites? On a plein d'enquêtes où on a des pressions à Mediapart, mais qui peuvent prendre différentes formes. J'essaie de me remémorer des exemples. Ça peut être des mises en demeure de ne pas publier. Ça peut être écrivez ça et je vous attaque. Et dans ce cas-là, notre crainte, elle n'est pas tant pour nous, parce qu'évidemment, nous, si on publie, on estime qu'on est assez solide. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir aller affronter un procès et de défendre notre travail. Le problème, il est pour les personnes qui témoignent pour nous, en fait. Pour qui ça va être extrêmement violent de se voir en plus attaqué en diffamation ou autre. Et donc c'est peut-être ça qui est le levier le plus efficace pour les mis en cause et leur soutien. C'est-à-dire qu'ils vont faire des menaces judiciaires qui vont être parfois efficaces sur les témoins ou les victimes de nos papiers. La première question souvent qui est posée par les personnes qui témoignent dans notre papier, dans des papiers violences sexuelles, c'est mais qu'est-ce qui va m'arriver s'il m'attaque? Franchement, ça m'est encore arrivé il y a 2 jours d'une personne qui, dans une affaire concrète, hésite à témoigner publiquement parce qu'elle me dit mais s'il m'attaque, moi, je n'ai pas les moyens de payer un avocat, en fait. Donc, c'est sûrement ça, la pression la plus forte. Alors après, il y a des pressions qui peuvent être plus tacites sur les sources, en fait, et qu'on retrouve dans d'autres affaires, mais qui, sur ces affaires-là, sont le truc de trop, souvent, qui vont être des pressions professionnelles. Voilà. Pourquoi beaucoup de témoins ne témoignent pas aussi dans ces affaires? Il y a parfois un manque de courage en se disant que finalement c'est les affaires des autres, mais il y a aussi parfois un risque de représailles professionnelles pour les personnes. Je pense notamment à notre enquête sur Luc Besson, où là il y avait une vraie crainte de personnes de ne plus pouvoir travailler dans le milieu parce qu'elles étaient intermittentes, parce que voilà. Donc les pressions professionnelles tacites, ça fonctionne aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant pour nous, c'est pour nos sources. Parce que nous, on estime que, bien sûr, on n'est pas au-dessus des lois. On doit rendre compte de nos papiers. Et si on est attaqué, on y va et on justifie notre enquête, on montre les éléments, etc. C'est plutôt pour les personnes qui ont pu nous aider, etc. Parce qu'évidemment, une source, on la protège, etc. On préférera perdre un procès, bien entendu, que de devoir de donner une source, etc. Enfin, je dis une évidence. Donc, c'est sur les sources que pèsent les pressions les plus compliquées. Et voilà, quand on a travaillé, je ne sais pas moi, sur des ministres, vous pensez bien qu'en face, ils ou elles ont peur, en fait, toutes les personnes qui peuvent nous parler, sur Darmanin, sur Abad et bien d'autres, en fait, et même à des plus petits niveaux, en fait. Il y a toujours des pressions, il y a toujours des formes de chantage qui peuvent exister. Donc, en fait, c'est dur de lutter contre ça, parce qu'on ne peut pas dire à la personne, il ne va pas vous arriver ci ou ça. Donc, c'est là qu'il faut pouvoir avoir le plus de témoignages possible aussi pour que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne laisse pas une personne aller seule au front et devoir affronter un petit peu tout ça. Ouais, juste, je rajoute un tout petit point, c'est qu'effectivement, ça arrive aussi que les gens essayent de nous mettre la pression sur nous, en nous disant, parfois en s'adressant à des personnes hiérarchiquement
au-dessus, en s'adressant parfois directement à la direction, à la présidence du journal, en nous disant qu'ils vont appeler je sais pas qui, je sais pas quoi. Bon, voilà. Bon ça, mais c'est vrai sur tous les sujets, c'est pas spécifique sur ce question. Ça arrive de temps en temps et on s'en prémunit quand même assez collectivement. Là, pour le coup, c'est pareil. Il n'y a pas on n'est pas tout seul face à ça. Donc c'est effectivement le point de Marine est le point principal. Et je n'esquive pas la question suivante. Évidemment, nous ne sommes pas un paradis socialiste, nous ne sommes pas non plus un paradis féministe. Et voilà, c'est normal, nous sommes aussi à l'image de la société. Enfin, je dis heureusement au sens où j'aimerais bien, hein, en fait, mais ce serait totalement illusoire. Et si je vous répondais ça, en fait, ce serait mensonger. Par contre, ce qu'on a essayé de faire au journal, donc voilà, ce qu'on a essayé de faire depuis 2016, on a mis en place des formations. J'allais dire quasi obligatoire sur les violences, la prévention des violences sexistes et sexuelles, qui sont renouvelées quasiment chaque année, d'autant plus que nous avons des nouvelles personnes qui arrivent et qu'il est de toute façon toujours bon de les refaire, qui sont assurées par le cabinet EGAE depuis 2016. Nous avons mis en place un système de référents et de référentes dans l'ensemble des services du journal sur les violences sexistes et sexuelles. Nous avons régulièrement des messages de prévention de la part des délégués du personnel qui sont très investis sur ce sujet et aussi de la direction du journal qui est collectivement très convaincue sur ce point. Tout ça mis en place n'évite pas tout, mais permet quand même au moins de traiter quand des comportements problématiques peuvent se produire. Et on essaye, voilà, de faire dans le collectif Mediapart, dans l'entreprise Mediapart, ce qu'on dit dans les papiers qu'on fait, enfin ce qu'on dit qui devrait être fait dans les papiers qu'on écrit. Il n'y a pas de système parfait, mais en tout cas, il y a une volonté claire de la direction, de l'équipe, des délégués du personnel de mettre en place les procédures le plus possible qui nous protègent et qui protègent les salariés de ce journal. Je comprends très bien. Moi aussi, on sera deux au moins. Allez-y. Non, allez-y. Oui, justement, je voulais rebondir sur les violences sexuelles qui sont commises, on va dire, dans notre société. Ce que vous pensez de tout ça, finalement, quand vous faites un énorme travail comme vous le faites. On voit bien qu'une gifle d'Adrien Quatennens, ça pose problème à la société, mais tous les jours, il y a des violences qui sont faites les institutions ne tiennent pas compte, c'est-à-dire que pour argumenter un harcèlement moral, des insultes, il faut toujours se battre. Vous n'avez pas de preuves, mais madame, il faut oui, mais non, mais là, la justice vous suivra pas. Parce que vous n'avez pas de preuves, parce que les personnes ne veulent pas parler. Et comment vous voyez cette société-là? C'est-à-dire que quand un Adrien Quatennens donne une gifle à sa femme, c'est vrai, dans le cadre de son divorce, on ne connaît pas on va dire la vie de couple, mais dans la société de tous les jours, il y a une vraie question. Les actes ne sont pas punis, les insultes ne sont pas punies par la police, par la justice. La justice se moque de ce qui peut vous arriver. Donc, qu'en pensez-vous ? Une responsable associative me disait un jour que si les violences sexuelles et sexistes étaient par exemple davantage traitées au niveau de l'entreprise, en amont, il y aurait moins de plaintes pénales. Et donc on ne serait pas face à ce taux de classement qui est énorme, qui est hyper violent, etc. Donc je crois aussi qu'il faut apprendre dans la société à régler les problèmes aussi en amont. Alors on parlait tout à l'heure d'éducation, de prévention, mais même au niveau des entreprises, des structures, des partis politiques. Il faut aussi qu'à ce niveau-là, on puisse être en capacité de rappeler certaines règles, qu'il y ait des suspensions à titre conservatoire, il y a plein d'autres choses qui existent qu'une condamnation. Après, il y a la question de la justice. On en a beaucoup déjà parlé, nous, dans nos colonnes. C'est un vrai sujet. Tout à l'heure, je rappelais que 73% des plaintes sont classées sans suite. Alors évidemment, il nous faudrait encore une heure supplémentaire pour en parler. On va pas prolonger, mais c'est un vrai sujet qu'on a tous les jours dans nos boîtes mail. Les gens nous écrivent en nous disant je suis coincé dans une procédure depuis 15 ans, c'est pas juste, ou j'ai eu un classement, c'est pas juste, et lui il continue sa vie tranquillement. Et voilà, on a ça tous les jours, mais on a aussi, et c'est quelque chose qui doit interpeller quand même les pouvoirs publics, la justice, etc. Beaucoup de gens qui n'envisagent même plus la justice comme une voie possible
possible pour sanctionner les violences sexuelles et sexistes. Je porte aucun jugement là-dessus dans un sens ou dans un autre. Je dis juste que c'est ce nombre de mails qu'on reçoit qui dit ça doit nous interpeller. Et ça doit interpeller surtout la justice. On ne devrait pas à Mediapart recevoir des milliers de dossiers comme ça de gens qui disent aidez-moi parce qu'en fait aujourd'hui j'y arrive plus dans ma procédure judiciaire. Donc c'est la question, on en parlait tout à l'heure, de comment on arrive à faire évoluer le système aussi de la preuve dans ces affaires, la voix des témoins, le temps qu'il faut aussi pour pouvoir entendre tous les témoins. Quand vous êtes entendu des années après les faits, c'est évident que vous arrivez à récolter beaucoup moins de choses, les preuves s'effacent extrêmement vite. Donc voilà. Après, il y a l'autre versant qui est côté judiciaire et policier, où ils vont vous expliquer qu'ils n'ont pas de moyens, que les policiers devraient être le double pour pouvoir recueillir correctement une plainte, pas dans un bureau avec 4 personnes, etc., etc. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet un petit peu long, mais pour vous répondre, voilà un petit début. Ouais. À ce sujet de la justice, elle n'a pas osé le dire, mais je vous invite à lire le livre de Marine Turc qui s'appelle Faute de preuves. Elle sera en signature tout à l'heure. Je suis son agent promotionnel. Je vous remercie beaucoup à toutes et tous pour vos questions. Merci beaucoup. Et le débat suivant, on laisse la place à nos camarades du service enquête pour un sujet assez proche. Quelle est la frontière entre vie publique et vie privée? Merci, bon festival à toutes et à tous.